Chapitre 8. Entre la rose et le lilas. Pour comprendre qui nous sommes, nous avons les sillons qu'ont tracés pour nous les premières générations. Ce sont elles qui m'ont transmis ce que je suis. Moi, j'ai pour me guider 2 traces, 2 sillons. Que puis-je soustraire? Que puis-je effacer? Je suis le fruit de 2 grands arbres, d'une forêt immense dont on ne peut couper aucune branche. Sans délaisser les premières traces, imprimer ma propre marque, tracer mon propre sillon. Plus que de simples traces sur les pages, plonger mes racines dans l'ouvrage. Plonger mes racines dans la terre qui m'a vu naître. Accueillante ou redoutable, la terre qui m'a vu naître. Tout faire pour continuer le chemin. Redire les mots anciens et faire venir les mots nouveaux. Poursuivre l'œuvre où qu'elle aille, en un perpétuel dedans-dehors, l'œuvre avance. L'œuvre allonge ses racines qui respirent et l'air, et l'eau, et le feu, et la terre. L'œuvre accroît et prolifère, que le temps soit mauvais ou propice. Comment comprendre ce que je suis sans la trace des mots anciens? Les mots qui disent eux-mêmes ce qu'ils sont. Génération après génération, les mots s'entassent. Une montagne de mots gonfle, des mots restés au-dedans de la gorge jusqu'à la suffocation. Une montagne de mots gonfle jusqu'à l'explosion. Une explosion de mots qui finit dans une pluie vivifiante. Apesanteur de mots qui pleuvent comme la manne dans le désert. Et les nouveaux venus sont nourris par les mots tombés du ciel. Sans qu'ils le sachent, les mots d'autrefois les traversent, les bercent. C'est que toujours notre vie nous devance et trace pour nous de profonds sillons. Pour me retrouver moi-même, j'ai 2 traces. Un double sillon où se couche ma race. 2 temps, 2 espaces, 2 histoires ont divisé ma vie en 2. Toujours 2, et pourtant l'appel incessant de l'unique. Instant rêvé d'une unité retrouvée entre mes 2 mamans. C'est plus que la vie qu'elles transmettent. Chaque parcelle de leur être est habitée par le lieu où elles sont. Chaque parcelle de leur être est nourrie par les histoires qu'elles ont vécues. D'abord l'histoire de Rosita, et puis celle de May ensuite. De quelle source vient ma vie? Qui étaient-elles vraiment, mes 2 mamans? De quelles histoires ai-je hérité? Cécile s'interroge. Aucune soustraction n'est possible. La vie est un pain qui se multiplie. La vie est un pain que l'on partage à l'infini. Et elle m'a été donnée avec une générosité peu commune. 2 mamans, 2 histoires, plusieurs mesures de vie débordantes, pilées, foulées. Rosita, 2 grands soleils pour regarder le monde. Elle baisse les yeux comme pour dissimuler son âme. Ce qu'elle dévoile à la fureur du monde est à la croisée de ce qu'elle est tout au fond d'elle-même. Ni tout à fait celle qu'on voit, ni tout à fait une autre. Une femme propice comme une trêve dans le grand désordre du monde. Ceux qui ne voient que les surfaces disent « Voilà une belle mulâtresse yeux verts pour habiter tous nos désirs. » Et pourtant, au commencement de l'enfance, déjà sommée de lutter pour trouver sa place. Sa place entre la vigie, la maison de sa famille paternelle, et la maisonnette du bourg qu'habite égyptienne, sa mère. La vigie, fichée en haut de morne vert, qui imprime aujourd'hui sur les alentours sa grande désolation. L'habitation sucrerie La Vigie était au XIXe siècle le centre d'une grande agitation. Aujourd'hui, elle est à l'abandon. Qui pourrait penser qu'autrefois, elle était le centre d'une grande animation? Le patriarche venait, disait-on, de Sainte-Lucie,
une des îles sœurs de la Martinique. Autour de lui, sa maisonnée organisée comme du papier à musique. Un maître mot, prospérité. Des terres entassées depuis le haut du Mont-Nevers jusqu'au Morne-au-Bœuf, des kilomètres plus bas, dit-on. Un grand-père à barbe blanche pour ma première maman, ses sœurs et ses frères. Un grand-père à barbe blanche qui n'avait rien d'un Père Noël. Gare à tous ceux de ses enfants qui contrecarreraient sa marche en avant. Sa marche en avant vers la prospérité, évidemment. Entasser des terres et des biens était sa seule préoccupation. Heureusement, il y avait sa femme Véronique pour apporter de la douceur à ses enfants et à ses petits-enfants. Tous les descendants de Véronique étaient pour elle des maîtres. C'était la conviction et de sa pensée et de son cœur. Auprès de sa grand-mère maternelle, Rosita avait la bouche en cœur. Elle sirotait un grand bonheur. Néanmoins, comme dit le proverbe, toujours un diable pour empêcher la procession de Dieu de passer. Il a fallu que Véronique disparaisse. De petite fille choyée, Rosita est devenue domestique. Domestique dans la maison de son père, que l'on avait eu soin de déshériter parce qu'on n'aimait pas sa manière de conduire sa vie. Vivre en concubinage avec une demi-indienne. Mon arrière-grand-mère égyptienne était une femme qui chaloupait sa vie à des années-lumière de la mulâtraille des Monts-Nevers. On enlève Rosita de l'école alors qu'elle commence à peine à lire et à écrire. L'enfant aime pourtant les jolis contes et les poèmes que sa maîtresse lui permet de découvrir. Les contes dans lesquels vivent les belles et riches princesses. Les poèmes qui parlent des barreaux des cages qu'on efface pour que les oiseaux s'envolent. Elle aime aussi lire Les Misérables. Mot après mot, elle extirpe l'histoire et se délecte de sa substantifique moelle. Rosita aime beaucoup Les Misérables, où je crois qu'elle trouve des parents. Comme Cosette, ma première maman sert les maîtres. Elle sert à la cuisine. Elle sert au salon. Elle sert dans la grande maison. Elle sert dans la grande maison de bonne à tout faire. Pendant les après-midi de grande chaleur, elle sert même de ventilateur. Elle agite une branche de cocotier au-dessus des maîtres qui sont aussi ses parents. Une seule tante a pris conscience de la réalité du monde qui l'entoure. Un monde où tous ne sont pas gâtés par la vie. Une tante qui aime beaucoup ses neveux et nièces. Après la Deuxième Guerre mondiale, elle a même voulu agir, trouver quelques solutions à la misère des habitants des Monts-Nevers. Elle est entrée en politique. Nourrie de principes socialistes, la grand-tante a cru en de possibles changements. Elle a été la première femme élue maire en pays martiniquais. Pour ce qui est des affaires louches, des déshéritements de la famille des maîtres, ma grand-tante ne se mêlait guère. Rosita, ses frères et ses sœurs étaient tout simplement ses neveux et ses nièces, les enfants de Charles son frère. Elle se contentait d'entendre dans les prénoms de tous ses parents l'air d'une famille qui chante. Elle apportait des cadeaux aux enfants de Rosita. Elle se montrait toujours aimante. Les autres filles du grand-père à barbe blanche étaient-elles bien différentes. L'une d'entre elles voulait faire travailler ses neveux dans sa fabrique de confiture. Travailler sans les payer, cela va de soi, puisqu'on est en famille. Ce sont les manières d'agir et d'être qui se transmettent de génération en génération. Véronique et sa première fille ont laissé à leur famille un bel héritage de souvenirs. Rosita avait la bouche en cœur quand elle évoquait sa grand-mère. Elle l'appelait du doux nom de Vévé, plus précisément Maman Vévé. Aux Antilles, nous ajoutons cette particule au prénom des grands-mères qui savent donner à leurs descendants du bonheur, Maman Vévé. Les vrais héritages sont surtout immatériels.
En lieu et place de la prospérité que cherchait le patriarche, s'est bâti pour la famille des maîtres une solide réputation. Un nom qui, de place en place, est associé à de curieux compléments. On répète à qui veut l'entendre que les maîtres sont une famille qui déshérite aisément ses enfants. On répète à qui veut l'entendre qu'on y fait parler les morts pour garantir la succession. Parce qu'un maître n'a pas officialisé son union en temps voulu, à sa mort, adieu les biens accumulés au fil du temps. Aucun problème n'est insurmontable. On décide de cacher un acolyte sous le lit où repose le mort qui attend le cimetière. Et on s'assure plusieurs témoins pour attester que l'homme a bel et bien parlé. Quelqu'un questionne le défunt, c'est l'acolyte qui répond. On entend clairement l'homme allongé sur le lit qui répond à toutes les questions. Le notaire payé rubis sur l'ongle authentifie les déclarations. Passe par ici, passe par là. L'héritage reste dans la maison. Il fallait bien que le mort soit vivant au moment de son mariage pour qu'il transmette les biens acquis. Ceux qui se croyaient les maîtres traînent aujourd'hui une sale réputation. Les maîtres ont gagné un nom qui ne meurt pas et l'héritage a fondu comme neige au soleil. L'habitation La Vigie se désole au sommet des monts verts. Elle pleure, mais personne n'est là pour voir sa misère. Un jour, elle finira par tomber en poussière. Plus que les biens, c'est ce que l'on a été pour les siens qui se transmet de génération en génération, sans aucune sorte de papier officiel. Quand on croit avoir coupé les branches d'une généalogie, ce sont leurs rejetons qui croissent le mieux. Ce qui ne tue pas renforce, dit-on. Les branches qu'on croyait secondaires sont celles-là même qui tiennent debout toute la généalogie des maîtres. Ce sont elles qui pérennisent le côté lumineux de leur nom. Tout le reste n'est aujourd'hui que fine poussière, un songe, une chimère. La grande maison sur le morne verdoyant pleure aujourd'hui tristement lorsqu'elle regarde ce qui lui reste. Peut-être est-ce le grand-père à barbe blanche qui regrette, il est bien temps. Ni ma première maman ni ses frères ne se sentaient vraiment à leur aise dans la maison des maîtres. Aussi s'en sont-ils allés prospérer loin des mornes verts. Ils ont grandi du côté d'Égyptienne et leur chemin a laissé quelques sillons, traces que suivent aujourd'hui des ribambelles d'enfants et de petits-enfants. Pas des chemins qui flottent au-dessus du sol, un chemin parsemé de ronces qui donne, quand arrive le soir de la vie, des fiertés d'être. On aime à considérer l'œuvre accomplie au soir de toute une existence. Rosita et Égyptienne ont bâti leur avenir à la force de leurs deux bras. Après les grandes récoltes de patates douces, les deux femmes s'emparaient des tubercules qui restaient dans les champs pour les revendre par petits lots au marché du Carbet. Les tubercules qui se sont enfoncés dans la terre germent et produisent une nouvelle récolte, moins abondante que la première, mais appréciable tout de même. Lorsque l'espérance prend la poudre d'escampette, les mamans ne baissent pas les bras. C'est quand on croit que la vie est finie qu'elle reprend de plus belle, et on repart dardard, répétait Égyptienne. Patience et longueur de temps font plus que force ni que rage, surenchérissait Rosita. C'est dans les fables qu'on lui lisait à l'école que ma première maman a appris ses meilleures leçons. Des fables qui disent, en toute simplicité, les vérités du monde des humains. Quand c'était la saison des tomates, Égyptienne et sa fille proposaient aussi leur service à qui voulait porter sa récolte au bout. Elle commençait à convoyer dès l'aurore des chargements entiers de fruits et de légumes. Depuis les mornes escarpées jusqu'à la grande route qui mène au bout du Carbet, elles effectuaient de nombreux allers et retours. Et elles ne s'arrêtaient de travailler que quand le soleil de midi était trop chaud. Et puis, les deux femmes complétaient les maigres sous qu'elles tiraient de la vente de leurs doucelettes avec des petits travaux de couture. Cela permettait à la famille d'avoir de quoi manger et des vêtements propres. Les mamans de chez nous
trouvent toujours le moyen de rattraper par le collet le bonheur de leurs enfants qui s'échappent. C'est ainsi que les mamans de chez nous font. Et chanter leurs exploits est une tradition. Néanmoins, pour qu'il y ait une marmaille, il faut qu'il y ait des pères. Croyant se faire une vie meilleure, voilà que Rosita tombe sur mon père, un certain Joseph. Mon père, que dire? On m'a raconté très peu de la vie de mon père. Ses parents possédaient une petite boutique de quartier. C'était un enfant gâté dont les parents étaient très sévères. Pour montrer à leur enfant le goût des chemins droits, ils ne connaissaient que la manière faute, des coups à la moindre incartade. Mon père a grandi comme il pouvait. Un jour, il est devenu secrétaire de mairie. Mais le secrétaire de mairie n'a pas fait de vieux os. Après un différend avec sa hiérarchie, c'est dans la mer qu'il a jeté son corps et son âme. Il s'est procuré 2 canots, tout l'attirail nécessaire aux marins-pêcheurs et a embrassé la mer. La mer qui scintille au soleil était son unique passion. La mer et l'art de pêcher aussi. Avec la mer pour maîtresse, l'homme voguait sans grande contrainte, libre. L'ondulation de l'eau bleue était pour lui irrésistible. Que pouvez-vous faire quand la mer vous appelle, vous crie ces mots doux comme le miel? Pouvez-vous lui dire non? Marie dit haut, Marie dit bas, Bonique Noé, Relé, Zophie, la tiépretette, Bourg suit, la pointe d'ijou, débouquement, calme ciré. Ces mots voluptueux tournaient, viraient dans l'âme de mon père comme la plus pure des mélodies et lui donnaient des libertés d'homme authentique. C'est la mer qui usait ses journées, de longues heures à ferrer le poisson, à deviner ses vices, à redoubler d'adresse dans le choix des appâts, mariant les couleurs, des plumes et des paillettes, selon les espèces attendues, se perdre entre ciel et mer, loin de la foule des rampants. Une petite tache rouge orangée qui grossit comme un fruit mûr sous le soleil, c'est la yole de mon père qui rentre d'un bord de pêche. Après avoir lutté contre des rafales de vent contraire, le canot finit par échouer sur la plage. Et la pêche a été bonne. La mer ayant renoncé à ses caprices de belle doudou, la sueur n'a pas coulé en vain. Nous prenons, répète le marin pêcheur en arborant un large sourire. Au fond de son embarcation, 2 gros tasards et 4 bonites dorment sur un lit de dorade. Quelques pesées de maquereaux et de volants frétillent aussi au fond du canot. Et tout cela est protégé du soleil par les feuilles de banane séchées. Le canot était encore à l'approche qu'on avait roulé de gros rondins de coco sur la plage. Tous ceux qui voulaient tirer la seine avaient accouru. C'est que le travail donne un joli lot de poissons frais en retour. Après l'échouage de la seine, on sort les poissons des mailles du grand filet. Les cuits attendent qu'on les remplisse de jolis poissons luisants et frétillants. Toute une agitation sur la plage. On s'affaire, on s'empresse. Il y a les parts réservées aux carbéciens qui ont payé à l'avance. Tous les marins pêcheurs ont leurs clients qu'ils chouchoutent lorsqu'il y a des langoustes ou des tourteaux ou bien encore des chatrous. Ceux-là ne sont jamais oubliés. Ils sont servis en premier. Le pêcheur revenu de son bord de pêche, c'est la parole d'un grand maître qu'on entend. Que d'artifices pour berner les bêtes! D'abord, les poissons se sont cabrés. Ils ont promené la patience du marin pêcheur sur la mer. Ils ont tenté de plier sa volonté à tous leurs caprices. Mais l'homme s'est ajusté la tension du fil de crin pour donner aux bêtes l'illusion de la liberté. Très vite, elles se sont fatiguées en bonds impétueux et en plongées subites dans les abysses de l'océan. Et puis, triomphant, l'artiste a ramené ses prises à bord en ponctuant sa victoire de juron libérateur. Tous les touristes qui sont venus pour avoir part à la pêche sont ravis de découvrir cet aspect de la Martinique authentique. Ils posent aux côtés du marin pêcheur pour de mémorables photos. Après les bondiers coulis et les cheval-bois des fêtes patronales, il y a la belle aubaine de la Seine qu'on fait échouer sur le sable, la Seine qui frétille de poissons luisants.
Pour ces touristes-là, pas de all inclusive. Ils sont au cœur du pays qu'ils visitent, au plus profond du pays Martinique, à prendre des pauses, à faire des gammes. Ils se sentent plus pêcheurs que le marin-pêcheur lui-même. Et puis très vite, la nuée des revendeuses s'approche du canot. Après quelques négociations animées, chaque femme repart avec sur sa tête une bassine pleine de poissons qu'elle se dépêche d'aller vendre à la criée dans les rues des communes voisines ou dans un marché. Bellefontaine, Saint-Pierre ou bien Morne-Rouge. Le pêcheur, lui, empoche son argent, l'air digne, la conscience tranquille. Ça, c'est le meilleur des scénarios. Mais la plupart du temps, ni l'argent, ni le poisson pêché n'arrivent dans notre maison. La générosité de mon père distribue les plus belles prises à tous ses amis, tout au long du chemin du retour. Et il arrive chez lui, une main derrière, une main devant. Rien pour Rosita et ses enfants. Durant des années, la malheureuse a supporté son sort. Rire au dehors, pleurer au dedans. Pour nourrir ses enfants, maman lavait et repassait le linge des petits bourgeois du Carbet. Patiemment, elle a attendu que ses enfants grandissent. Et puis un jour, elle a pris le destin de sa maisonnée en main. La fille d'Égyptienne avait prémédité son action. Il ne s'agissait pas que la loi se retourne contre elle en disant qu'elle avait abandonné le domicile conjugal pour aller vivre une vie libertine à Foyal. Beaucoup de monde dans le bourg connaissait les colères de mon père. Il distribuait les coups comme des petits pains, les coups en guise de nourriture. Et puis un jour, les plus grands fils ont fini par prendre la défense de leur mère. Il y a assez, vous abattez maman assez, ça suffit. Si vous mettez encore mon cas, les petits cocottes la terre dedans, avait menacé l'un de mes frères, en brandissant le coutelas qui servait à découper les gros poissons. Maman a trouvé dès ce moment-là la force de chamailler ses enfants loin du Carbet. Elle était allée voir le garde champêtre pour l'informer de son intention de monter à Fort-de-France avec toute sa maisonnée. Tout était préparé. Il fallait simplement réunir les sous pour s'installer dans la capitale. Longtemps, maman avait peaufiné sa technique. Lorsque la mer était généreuse, le marin-pêcheur ramenait de pleins canots de poissons. Cela faisait des bassines de jolis billets. Il renversait tout cela sur la table de la salle à manger et appelait sa femme pour qu'elle l'aide à compter. Rosita obéissait à la lettre. Elle l'aidait à prendre la dimension de son trésor, scrupuleusement. Tu veux donc que nous comptions? Comptons donc. Comptons donc, mais à ma façon. 2 pour toi, 1 pour moi. 2 pour toi, 1 pour moi. Chaque billet en faveur de ses enfants disparaissait dans l'immense poche de son tablier. 2 pour toi, 1 pour moi. 2 pour toi, 1 pour moi. C'était une jolie chanson qui parlait de l'avenir de ses enfants. Un jour, la somme a été complète. Quand je dis complète, il manquait encore quelques sous. Maman a trouvé un autre stratagème pour faire grandir ses enfants. Son mari déposait l'argent qu'il gardait dans ses poches sur une guérite installée dans un coin de la salle à manger. Tout d'un coup, on entend une plainte. « Joseph, Joseph !» Un moun parti et puis l'argent, il parti en l'arrière et puis l'argent, moins ouais, il a couru en l'arrière. Comme son Joseph était de naturel belliqueux, il avait surgi hors de sa boîte comme un diable et déboulé dans la rue dans l'idée de poursuivre le voleur imaginaire. Pendant ce temps, maman complétait son bas de laine. C'était le seul moyen de contraindre le cher homme à assurer le pain quotidien de ses enfants. Le lui demander gentiment, c'était une perte de temps. Combien de mamans martiniquaises ont dû détourner ainsi les yeux du malheur pour faire grandir leurs enfants. Le matin du départ, la plus jeune de mes 4 sœurs est allée voir le garde champêtre pour l'informer de l'imminence du grand charroi. Dès 4 heures du matin, Joseph était parti en mer et vers 10 heures, sa femme et ses enfants avaient mis les voiles. Ils étaient tous montés dans le premier taxi en partance pour Fort-de-France.
Un travail de repasseuse dans un foyer pour les orphelins attendait Rosita, et des amis lui avaient trouvé une maison au Terre-Saint-Ville. Lorsque l'homme était revenu tout joyeux de sa pêche, sa femme avait pris la poudre d'escampette. Longtemps mon père est resté à la fenêtre à espérer un retour. C'était peine perdue. Désormais, Rosita et ses enfants vivaient au Terre-Saint-Ville. Les Terre-Saint-Ville, un quartier avec une histoire. L'histoire de tous ceux qui atterrissaient dans leur ville pour y trouver un travail. Les Terre-Saint-Ville étaient autrefois une zone marécageuse. Le quartier s'étendait sur une trentaine d'hectares. Son nom, il le devait à un certain marquis de Saint-Ville, auquel il appartenait bien avant 1902. On l'appelait aussi Faubourg Thébaudière ou quartier des Misérables. Terre-Saint-Ville a toujours été synonyme de refuge pour les plus pauvres, une terre d'exode pour ceux des campagnes qui descendaient dans leur ville. Dans les années 1880, les ouvriers agricoles et les ouvriers des usines, les petits ruraux ruinés qui arrivaient à Fort-de-France, y avaient trouvé en leur temps des logements lorsque les faillites des grands planteurs s'étaient multipliées à cause de la crise sucrière. Les Terre-Saint-Ville. En 1902, on y trouvait aussi les réfugiés de la catastrophe de Saint-Pierre. Mais ce n'est qu'en 1910 que Victor Sévère a entrepris de faire assainir et aménager les Terre-Saint-Ville. Au fil des années, au fil des mandatures, le quartier a pris sa forme définitive. Il est devenu le plus grand quartier ouvrier et artisanal de Fort-de-France. Lorsque Rosita est arrivée au Terre-Saint-Ville dans les années 70, elle a tout simplement continué une tradition que beaucoup de familles martiniquaises avaient commencé avant elle. Quitter les communes pour se faire un destin à Foyal. Aux côtés des belles maisons, il y avait beaucoup de masures que des marches de sommeil louaient aux plus pauvres. Le quartier des Terre-Saint-Ville était à la mesure des pérégrinations de maman. Chaque année, elle changeait d'habitation. De maison insalubre en maison insalubre, elle avançait avec sa famille comme elle pouvait. En fin de compte, ce que ma première maman a goûté avant de s'en aller, c'est le plaisir de voir que toute sa famille s'était bâtie une existence grâce à sa persévérance. Elle lui avait ouvert la route, montré le chemin. Mon père, lui, est resté longtemps à la fenêtre à espérer que sa famille revienne. Après de longues années, il a tout de même fini par revoir tout son monde, enfants et petits-enfants. Il s'est éteint, entouré de tous les siens. Vraiment, le destin n'avait pas pour lui joué les revanchards. On ne peut pas dire que la vie avait été belle pour ma famille au Terre-Saint-Ville. Mais au fil du temps, de masure en masure, loué à des marchands de sommeil, on avait poursuivi un rêve qui avait fini par advenir, s'établir. Les plus grands étaient partis avec le Bumidum. Les plus jeunes avaient fini par les rejoindre dans la métropole française. La plupart de mes frères et sœurs se sont installés en France. Ils ont vécu leur vie dans les banlieues parisiennes. Rosita faisait des allées et venues entre la Martinique et la France. Moi, je grandissais du côté de Mai. Pendant longtemps, j'ai perdu ma première famille de vue. Elle s'était, pour moi, comme effacée. Quiconque m'observait aurait pu croire que les miens n'étaient pour moi que quelques personnes qui portaient le même nom que moi, rien de plus. En réalité, c'était un grand vide qui s'était installé à la place des rires et des jeux de la toute petite enfance. Un grand vide qui faisait partie de moi-même. Et avec le vide, des manques. De ce qu'ils se sont dit, de ce qu'ils ont échangé entre eux, je n'ai rien pu partager. Et cette situation a duré plus d'une dizaine d'années. Il était bel et bien acquis pour tous que ma famille, c'était celle de Mai. J'en apprenais les façons de parler et d'agir. Une bonne partie de ce que je suis devenu, c'est à Mai que je le dois. Une bonne partie de ce que je suis aujourd'hui vient aussi de ce que je me suis construite, comme je pouvais, entre les vides et les pleins. Un jour, je suis tombée stupéfaite en découvrant un petit cactus qui avait poussé sur le tronc d'un cocotier. J'y ai vu immédiatement l'image de ce que je suis. Une enfant sommée de grandir dans un autre environnement que le sien
et qui trouve malgré tout le moyen de s'accrocher à la vie. En entendant l'histoire de Rosita, Cécile comprend comment certains nœuds se sont noués, mais aussi et surtout quelques aspects de ma personnalité. Et elle griffonne sur son cahier quelques mots secrets. Nos destins sont à la croisée des chemins qu'ont empruntés nos parents. C'est à partir de leur sillon que nous creusons les nôtres. Le sillon que creusa pour moi Rosita n'était pas moins profond que celui de May. Il était tout simplement différent. L'absence construit comme la présence. Elle participe aussi à l'œuvre puisqu'on est obligé de trouver des trésors d'ingéniosité pour combler le vide. Une fois, je suis allé à une exposition où les artistes avaient pendu à des cintres des vêtements qui gardaient l'empreinte des personnes qui les avaient portés. De ma famille absente, j'ai bel et bien gardé une empreinte. Leur absence a rempli tout mon être, tout comme les mots et les gestes de May ont imprégné ma personne. Un jour, le vide s'accumulant, se forme une véritable tempête de vent tourbillonnant. Ouvrir les fenêtres et laisser entrer la tempête. La regarder les yeux dans les yeux. Emplir toute mon âme de la plus pure des tempêtes. Lorsqu'est venu l'âge terrible de mon adolescence, le vide a fait sa révolution. J'étais une vraie tempête que May n'arrivait plus à contrôler. Lier les vents qui se déchaînent et conjurer les mauvais sorts, déjouer toutes les tempêtes.